L'alimentation, aujourd'hui et demain, c'est sur la scène Forum, en partenariat avec Guest Online, la réservation responsable. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette deuxième table ronde de la première journée du Festival Omnivore, dédiée aujourd'hui aux résistances alimentaires. On est en train d'explorer un peu cette formule un peu floue en comprenant un petit peu mieux de quoi il s'agit au fur et à mesure des discussions. Je suis Lorraine Petit, je suis journaliste spécialiste de l'alimentation. Je suis vraiment ravie d'être ici. Et je voulais, avant de vous présenter mes invités aujourd'hui, vous raconter ma vie, voilà, tout simplement. Non, une partie de mon été. Je suis allée en Andalousie et j'ai sillonné les routes et je suis passée à travers des champs de plastique à perte de vue, des serres de tomates, de pastèques, de concombres, qui sont connus pour être le garde-manger de l'Europe. En fait, on y plante, 80% de ce qui est planté est destiné à l'export. Et bien souvent, ça finit par alimenter les étals des supermarchés, été comme hiver, bio ou non d'ailleurs, en tomates, qui ont souvent assez peu de goût, faut le dire. Et je me suis dit, mais au-delà en plus de ces aspects environnementaux, il y a beaucoup de questions sociales qui sont sous-jacentes de cette production très intensive. Et je me suis demandé comment on a fait pour en arriver là, en tant qu'espèce humaine. Comment on arrive à de tels extrêmes et surtout comment on change les cultures. Ça tombe bien, c'est la thématique de la table ronde aujourd'hui. Et donc on a 45 minutes pour en parler, pour aborder le sujet. On aura une dizaine de minutes de questions-réponses avec vous à la fin, donc n'hésitez pas à garder bien en tête vos questions. On aura l'occasion de venir vous demander votre avis. Je vais vous présenter nos invités. D'abord Stéphanie Bichard, bonjour, vous êtes responsable du pôle développement et partenariats chez Neopharm, qui est une jeune pousse qui conçoit des fermes agroécologiques et technologiques. Paul Charland, vous êtes cofondateur d'Alancienne et de la ferme de l'Envol, en Essonne. Et Thomas Outaya-Kumar, responsable du pôle alimentation et agriculture du WWF France. Merci à tous les trois d'être là. Thomas, je voulais commencer par une question. À l'échelle d'une ONG aussi bien implantée que le WWF, que tout le monde identifie avec son panda noir sur fond blanc, ça veut dire quoi changer les cultures? Et comment on s'y prend à cette échelle? Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Cette question est assez complexe puisqu'elle nécessite d'abord de comprendre dans quelle mesure on peut définir les systèmes alimentaires durables. Donc les systèmes alimentaires, c'est toutes les activités qui concourent à la fonction d'alimentation, c'est-à-dire la manière dont on va envisager les systèmes de production, les systèmes de transformation, de distribution, et la manière dont les citoyens vont consommer leur alimentation. Changer les cultures, c'est un vaste sujet qui aujourd'hui est pris à bras-le-corps par de nombreux instituts de recherche, par des ONG, par des acteurs de la société civile, par des entreprises. Et ça met en jeu, pour entrer dans le vif du sujet, sur la question de la prospective agricole et alimentaire d'ici les 30 prochaines années. Donc il y a de nombreux acteurs en fait, qui ont essayé de travailler sur cette question de prospective et qui ont élaboré des scénarios agricoles. Élaborer des scénarios agricoles, ça peut être pris de la manière suivante, et nous on s'est aussi prêté à l'exercice, sous un rapport qui s'appelle Pulse Fiction, vous avez vu le jeu de mots. Mais la question de la prospective agricole, elle permet d'envisager le changement des comportements alimentaires et la manière dont les systèmes agricoles vont répondre à ces régimes alimentaires plus durables. Donc de manière assez simple, nous, ce qu'on avait fait lors des États généraux de l'alimentation en 2017, on avait essayé de définir ce qu'était une alimentation plus durable, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur l'alimentation moyenne des Français. L'alimentation moyenne des Français, c'est quoi? C'est, on va dire, le régime moyen que consomme chacun des Français, c'est-à-dire chacun d'entre vous. Et il a été défini par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, si vous connaissez, c'est l'ANSES, qui publie à peu près tous les 10 ans le régime 1K, le régime individuel des consommations alimentaires. Et on s'est vite rendu compte que cette alimentation-là était d'une part trop riche en produits animaux, était trop riche en produits ultra transformés, et puis était trop faible sur une consommation plus végétale, c'est-à-dire des légumineuses, des fruits et légumes, des céréales plus complètes. À partir de là, on a essayé de refaçonner un peu ces régimes de manière à améliorer ce qu'on appelle des indicateurs de durabilité, comme l'empreinte carbone, la qualité nutritionnelle, etc. Et puis, on a défini des régimes alimentaires plus durables, c'est-à-dire moins carnés et moins ultra transformés. Et c'est à partir de là
Donc on peut essayer de voir dans quelle mesure on peut construire des scénarios agricoles, c'est-à-dire une révision des parcellaires agricoles, c'est-à-dire comment on va changer les cultures végétales, comment on va changer les systèmes d'élevage, ruminants et monogastriques. Donc ruminants, c'est tout ce qui va être ovin, caprin, bovin. Et puis les systèmes de production végétale à côté, c'est-à-dire comment on va essayer de répondre à cette consommation plus importante en production végétale, fruits et légumes et légumineuses notamment, et comment on va essayer de réimplanter ça en France. Et c'est ça un petit peu tout le travail qu'on essaie de faire pour imaginer un système agricole plus durable, parce que le système agricole aujourd'hui, on va dire l'alimentation, c'est près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, dont une majorité est issue des systèmes agricoles, on va dire près des 2/3, et dont la majorité des émissions de ce système agricole est due aux émissions des animaux, du système de production animale, donc par exemple par l'éructation chez les bovins, donc c'est la fermentation entérique, et c'est ce que vous entendez par les émissions de méthane par exemple. Les rots, quoi. Exactement, les rots, tout à fait. Et puis aussi chez les monogastriques, c'est-à-dire les productions végétales destinées à la consommation des animaux qui vont aussi être émettrices de gaz à effet de serre. Sans parler à côté, j'en arrête, je m'arrête ici, sans parler à côté évidemment des émissions dues à la fabrication des engrais azotés, des produits phytosanitaires de synthèse, etc., qui elles aussi vont contribuer aux émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Voilà un petit peu comment on peut essayer de se projeter sur un changement structural et profond du système agricole d'ici les 30 prochaines années. Et on parle souvent de 2050, puisque les politiques publiques aujourd'hui s'articulent sur une vision 2050, puisque c'est là où sont façonnées les stratégies nationales bas carbone, c'est-à-dire les feuilles de route de décarbonation, ou encore les stratégies à plus grande échelle comme la COP21, qui vous permet de voir dans quelle mesure on peut lutter contre le changement climatique. Et justement, le but de ces rapports et de tout ce que cette matière grise et cette connaissance que vous faites et cette démocratisation, c'est ensuite qu'ils soient mis sur le haut de la pile des décideurs et qu'ils soient sous le bras du ministre ou de la ministre de l'Agriculture pour qu'il ait ça bien en tête. C'est ça le but, enfin, la destination des rapports? C'est exactement ça. Il y a différentes manières d'aborder le sujet et les acteurs identifiés sont divers. Il y a évidemment les acteurs publics, donc les ministères par exemple, avec qui on va essayer de dialoguer pour tenter d'articuler ensemble une feuille de route de décarbonation, mais aussi maximiser les externalités positives de l'agriculture, puisque l'agriculture aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, mais c'est par exemple les 2/3, voire les 3/4 de la déforestation des zones tropicales. L'agriculture, elle est aussi extrêmement consommatrice d'intrants, dont j'en ai parlé, hein, les engrais azotés, les produits phytosanitaires de synthèse, etc. Et puis, ça va être essayer de voir dans quelle mesure on va restructurer tout ça. Donc à chaque fois, lorsqu'on parle d'un système d'élevage ou des cultures. Mais c'est aussi d'autres acteurs. Ça va être aussi des discussions avec les interprofessions agricoles, avec les entreprises, avec les acteurs de la distribution, pour essayer de façonner un nouveau système alimentaire, puisque comme je le disais au départ sur la définition d'un système alimentaire, c'est toutes les activités, mais aussi tous les acteurs de la filière qui vont permettre de refaçonner ça et de restructurer de nouvelles filières végétales et animales, et aussi d'en trouver des débouchés. Paul Charland, avec À l'Ancienne, qui est une solution pour faire ses courses en produits agroécologiques, en circuit court, en direct de petits producteurs locaux, vous avez décidé de remonter la filière et de monter votre propre ferme, la ferme de l'Envol en Essonne. Pourquoi aller jusqu'au bout comme ça? Et est-ce que c'est ça, changer les cultures? Oui, alors c'est assez intéressant parce que nous, on complète pas mal. Toi, vous partez du haut et nous, on essaie de partir du bas. Et on essaie de partir du consommateur. En fait, moi, je suis passionné de cuisine depuis très longtemps. J'adore cuisiner et je me suis rapidement rendu compte que pour bien cuisiner, le secret, c'était d'avoir des bons produits. Donc, je me suis mis à sourcer des bons produits chez des petits producteurs. Et en les côtoyant, je me suis rendu compte que les producteurs en France ne vivaient pas de leur métier. Il y a 1/3 des producteurs en France qui gagnent en moyenne 350 € par mois, un pays où on a le SMIC et le RSA, ce qui est quand même assez dingue. Quand j'ai compris ça, j'ai trouvé ça extrêmement injuste et j'ai voulu comprendre pourquoi et comment on en était arrivé là. Comment le changement de culture nous a fait faire en sorte que les gens qui nous nourrissent ne vivent même pas de leur métier. J'ai fait des études, je suis allé à Centrale, ensuite je suis allé aux États-Unis, à Berkeley, et là-bas j'ai compris que en fait, la solution elle était entre nos mains et que la solution dans l'alimentation elle était assez simple, il fallait reconnecter les consommateurs aux producteurs. Et donc c'est pour ça que j'ai créé À l'Ancienne qui est un circuit court. Et donc le but d'À l'Ancienne c'est de bien rémunérer les producteurs qui sont engagés en agroécologie. Alors bien les rémunérer pourquoi? Déjà pour qu'ils gagnent leur vie, ce qui est quand même pas mal,
franchement. Mais dans un second temps aussi pour qu'ils puissent avancer, qu'ils aient le droit à l'erreur en fait. Parce qu'un agriculteur qui gagne 350 € par mois, vous lui dites ce serait bien que tu prennes 10% de ta surface pour faire un test agroécologique un peu chaud. Il dit non mon gars, moi déjà je gagne pas ma vie donc je fais ce que je sais faire et c'est tout quoi. Donc grâce à nous, les agriculteurs, en fait, ils peuvent avancer, ils peuvent innover, ils peuvent tester des choses, avoir le droit à l'erreur et engager la transition agroécologique. Donc on a voulu créer par la distribution cette petite clé d'un circuit plus vertueux. Et en côtoyant tous ces agriculteurs, on s'est rendu compte que dans l'agroécologie, il y avait encore certaines limites. Alors je vais vous donner ma définition, tu en donneras probablement une aussi après. Mais pour nous, la définition de l'agroécologie, c'est assez simple. C'est revenir à la base de l'agriculture. C'est faire en sorte que l'agriculture soit ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un panneau solaire. Le but de l'agriculture, c'est de transformer le soleil en énergie, en bouffe, quoi, en biomasse alimentaire, en énergie alimentaire. Tout ce qu'on va rajouter sur un champ, les intrants, donc les phytosanitaires, quand on fait venir de l'eau de l'extérieur, quand on fait venir des semences, quand on fait venir tout ce qui vient de l'extérieur, va en fait être une perte de rendement. C'est-à-dire que si vous avez un panneau solaire et que vous mettez un générateur à côté pour qu'il fasse quand même de l'électricité pour le panneau, vous comprenez bien que le panneau, ça ne marche pas, quoi. Donc voilà, donc nous, l'idée de l'agriculture et de l'agroécologie, c'est de revenir à ces fondamentaux et de tendre vers des fermes qui soient le plus autonomes possible. Alors on en est loin, mais on avance et on avance bien. Et on s'est rendu compte que chez les agriculteurs avec qui on travaillait, ils avançaient bien, mais ils avaient encore quelques limites. Et c'est pour ça qu'on a voulu remonter la chaîne et créer cette ferme pour faire des tests laboratoires. Donc on est en Essonne, on est à Bretigny, on a 60 hectares. Ça nous permet d'avoir de la place pour faire des légumes, de la polyculture élevage. Alors de l'élevage, mais en toute petite quantité, qui va juste permettre de créer assez de matière organique pour pouvoir nourrir les sols des légumes. Donc c'est vraiment un système vertueux et le plus autonome possible, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire venir des choses de l'extérieur de la ferme. Donc nous, pour nous, changer les cultures, c'est ça, c'est mettre cette clé dans l'engrenage de la distribution, faire en sorte que le consommateur puisse avoir accès à des bons produits. Quand je dis bon, c'est-à-dire bon au goût évidemment, parce qu'ils sont bien meilleurs que parfois des trucs qu'il y a derrière. On veut goûter pour être sûr. Voilà, faut goûter. Bon en goût, bon pour la planète, bon pour les hommes qui les produisent, les hommes et les femmes qui les produisent, bon pour la terre, bon pour les sols, bon pour la biodiversité, bon pour l'eau, etc., etc. Et rendre ces produits le plus accessible possible. Et c'est pour ça que là, on utilise la technologie, on utilise le digital, et on a créé ce site internet qui permet de connecter hyper facilement les gens, où on livre à domicile le soir, en scooter électrique, packaging recyclé, on commande en quelques clics ce qu'on veut, pas de panier bloqué, pas d'amendement. Bref, c'est l'habitude qu'on a de facilité de commande, mais avec derrière tous les points de l'agroécologie et tous les points qu'on doit mettre en place pour la transition agroécologique. Stéphanie, la technologie, c'est aussi un élément assez clé dans votre solution chez Neopharm. Est-ce que ça permet, enfin vous allez nous expliquer comment, mais surtout je me demandais, est-ce que ça permet de clouer le bec à tous ceux qui pensent que les écolos sont des amiches et qui prônent le retour à la bougie? Bien, effectivement, alors nous chez Neopharm, on a fait les mêmes choix en fait de culture en fait en agroécologie. Donc nos fermes, les fermes qu'on déploie sont avec ces pratiques qui sont des pratiques donc respectueuses de l'homme, de l'environnement. Donc là, on est complètement aligné avec ce que Paul vient de dire. On travaille d'ailleurs avec à l'ancienne. Et donc effectivement, nous au sein de nos fermes, donc ce sont des fermes en maraîchage très diversifiées qu'on peut déployer sur des petites surfaces, vraiment à proximité de zones urbaines. Donc nous, on a besoin de très peu de surface. En l'occurrence, on a notre première ferme dans les Yvelines où on est installé sur 2 hectares. Et du coup, le choix qu'on a fait, c'est des pratiques vertueuses avec une partie de technologie. Alors la technologie, comment elle s'implique et comment elle existe en fait au sein d'une ferme Neopharm, c'est tout simplement en fait on va avoir des espaces de culture sous serre, des espaces de culture extérieure, des zones en fait qui vont être vraiment destinées pour justement créer de la biomasse, donc des zones d'engrais verts, etc. Et ces fermes, donc, elles vont justement chercher, encore une fois, à être vertueuses et donc à être le plus autonome possible. Et nous, le choix qu'on a fait, c'est de faire rentrer une partie de technologie, une solution technologique. Alors, en fait, c'est tout simplement 2 briques chez Neopharm.
on a développé une application de gestion maraîchère, puisque ce qui est très compliqué dans ce métier, en fait, c'est de pouvoir faire pousser correctement des légumes, en prendre soin, et puis avoir des cultures qui sont extrêmement variées pour pouvoir justement nourrir le sol correctement sans intrants extérieurs. Et tout ça, en fait, c'est une complexité parce qu'un maraîcher, c'est à la fois quelqu'un qui va s'occuper des cultures, mais aussi c'est quelqu'un qui va en prendre soin et puis qui, derrière, pour pouvoir en vivre, doit aussi penser au circuit et à la vente de ses produits parce que l'équilibre de la ferme, il peut vivre de son métier s'il vend sa production. Et cette complexité, au travers justement de l'application, ça permet en fait de l'accompagner, de l'aider. Donc là, c'est vraiment, on est dans un esprit technologique au service de l'exploitation. Donc ça, c'est la première brique. Et la deuxième brique, on a des espaces qui sont sous serre et des espaces qui sont extérieurs. Sous la partie d'espace sous serre, on a développé un portique robotisé qui permet en fait, qui a des outils de maraîchage extrêmement... Une sorte de bras, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un bras robotisé qui a des outils à disposition et qui va pouvoir venir se servir d'outils pour pouvoir réaliser des tâches maraîchères. Alors ça va être toutes les tâches de préparation de sol, ça va être les tâches de semis, de désherbage, voilà, des tâches en fait qui sont soit les plus pénibles, soit les plus chronophages, soit les plus répétitives. On est vraiment dans cette recherche de trouver une solution pour participer en fait à rendre le travail du maraîcher moins pénible. Voilà, donc du coup c'est en fait finalement les bienfaits de la technologie, mais avec des pratiques qui restent respectueuses de l'environnement et de l'homme. Est-ce que ça ne prend pas la place de maraîchers ou de personnes ou de personnel? Est-ce que ça ne remplace pas? On a toujours peur de ça, ou des caisses automatiques qui remplacent du personnel dans les... Alors en fait, aujourd'hui, supermarchés, comment vous répondez à ça? Disons que la filière a plutôt du mal à recruter. Voilà, devenir maraîcher, ce serait super si on avait plein d'exploitants agricoles et plein de personnes qui ont envie de travailler dans l'agriculture. Ça n'est pas le cas. Et nous, on pense qu'au contraire, on a aussi un rôle à jouer pour rendre le travail et le métier de maraîcher plus attractif et que de proposer en fait un cadre non seulement de travail plus agréable, parce qu'une ferme maraîchère comme la nôtre, et je vous invite à venir à Saint-Nom-la-Bretèche, c'est avant tout aussi des jolis paysages, c'est une agriculture saine, c'est avant tout une ferme maraîchère dans laquelle les légumes poussent, on est en plein sol. Les serres, bien évidemment, ne sont pas chauffées, on est aussi en agriculture biologique. Donc voilà, donc c'est un cadre de travail agréable. Et du coup, on pense aussi que ça peut participer à donner envie de venir travailler en maraîchage. Et si demain, on a envie de changer justement les cultures et on a envie de relocaliser une partie de la production, de manger des bons légumes qui poussent à côté de chez nous, il va falloir aussi qu'on ait des gens pour travailler dans le secteur. Justement, j'ai lu deux informations là, dernièrement. La première, c'est l'augmentation des inscriptions en filière agricole cette année, et en particulier chez les femmes qui se sont inscrites un peu plus massivement. Je ne sais pas si c'est les crises Covid qui sont passées par là, qui ont donné envie de verre et ont donné un nouvel élan à ces professions. Je ne sais pas si c'est le fait de proposer des solutions qui permettent aussi de diminuer la pénibilité, mais c'est assez rassurant. Enfin, je voudrais avoir votre avis, Paul notamment, là-dessus, sur... En fait, on part de loin, parce que on est passé de 33% de la population active qui était agriculteur ou agricultrice en 1944 à... on va faire une petite question, un petit quiz. À votre avis, quelle est la part de la population active qui travaille dans le milieu agricole, qui est agriculteur en fait, ou agricultrice, en pourcentage? 5%, 2%, 3%, 2%. Qui dit mieux? 2%, ouais, c'est 1,5%. Donc c'est assez parlant, de 33 à 1,5 en 2019. C'est quoi les solutions pour redonner envie, pour rendre le métier de maraîcher sexy, un peu comme maraîcher ou agriculteur, un peu comme on l'avait fait grâce à la médiatisation de chefs dans la cuisine et dans la restauration. On a réussi à rendre ces métiers plus attractifs, à faire en sorte à ce que les gens reviennent dans ces filières et se sentent fiers de travailler en tant que chef, cuisinier, pâtissier. Comment on fait pour que les gens soient fiers de le faire aussi dans l'agriculture? C'est une très bonne question et j'utilise le même mot que toi. Nous, on essaye aussi de rendre le métier d'agriculteur sexy.
attractif pour les jeunes, attractif pour le plus de monde possible. Et un autre chiffre aussi qui est assez intéressant, c'est que d'ici 2025, il y a à peu près un tiers des agriculteurs qui partent à la retraite. Donc c'est une population vieillissante et il va falloir vraiment les remplacer. Sauf qu'effectivement, c'est un métier dur. Donc comme je l'ai dit, un tiers d'entre eux gagnent 350 € par mois en moyenne. Mais aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est un métier d'endetté. C'est-à-dire qu'il faut s'endetter énormément pour acheter ses terres ou sa ferme, puisqu'aujourd'hui, le foncier agricole, ça s'achète. Voilà, c'est un truc qui s'est fait comme ça depuis des années. Donc on passe toute sa vie en tant qu'agriculteur à rembourser ses prêts, parce qu'en plus, dans une ferme, les marges, c'est microscopique. Comme je vous dis, on n'arrive même pas à se payer. Et on meurt. En fait, c'est un agriculteur qui m'a dit ça. Il me dit, quand tu es agriculteur, tu vis pauvre et tu meurs riche. Voilà, et tu meurs avec ton foncier, avec tous tes prêts remboursés. Mais bon, tu meurs, donc ça ne sert pas à grand-chose. Donc effectivement, nous, on essaye de revoir la condition de l'agriculteur parce qu'il a été complètement rouleau compressé par la grande distribution, par l'agroalimentaire. Lactalis, qui est derrière, n'y est pas pour rien. Hein. Allez les voir et dites-leur shame on you parce qu'ils font vraiment partie du système et de l'engrenage. Ils trustent complètement la production d'un agriculteur, surtout sur des produits périssables, et ils l'empêchent de pouvoir partir parce que quand vous avez 10 000 litres de lait à écouler par jour, si demain le camion n'y passe plus, bah, vous êtes un peu dans la merde et que vous n'êtes pas équipé en circuit de distribution. Donc nous, c'est ça, on essaye de leur redonner du pouvoir en créant des circuits de distribution où ils ont la maîtrise. On essaye aussi de diversifier les circuits de distribution. Ceux qui bossent que avec des restaurateurs l'ont vu pendant le Covid, ils se retrouvaient pareil avec une production écoulée et plus personne pour l'acheter. Donc il faut diversifier les circuits de distribution et pour ça, il faut que l'agriculteur puisse avoir du temps. Donc grâce à des solutions aussi technologiques, il faut que le métier soit moins pénible aussi parce que c'est très difficile. Moi je dis toujours, pour être maraîcher, il faut vivre au moins un hiver parce que c'est quand même vraiment, vraiment hard. Donc si on peut trouver des solutions pour leur faciliter la tâche, ça c'est encore mieux. Et enfin, qu'ils puissent gagner leur vie. Et nous, c'est un peu le pari qu'on a fait sur la ferme de l'Enval. Donc on revoit un peu la condition de l'agriculteur. Ils sont salariés entrepreneurs. Ils ont une double casquette qui fait qu'ils ont en même temps l'indépendance d'un agriculteur et d'un entrepreneur, mais en même temps la sécurité d'un salarié où ils cotisent au chômage, à la retraite, etc. Ce qui n'est pas le cas d'un chef d'exploitation aujourd'hui. Et on les rémunère, ça c'est le pari qu'on fait, de les rémunérer 2 600 € net par mois. Voilà, donc ça c'est assez fort. On essaye de le faire et pour l'instant ça marche. Et la condition sine qua non, c'est faire de l'agroécologie parce que on a une résilience du coup qui est énorme, une diversité de cultures énorme. Donc si on en rate une, c'est pas trop grave. Et surtout de commercialiser en circuit court. Et ça, c'est une des conditions puisque ça permet de redonner la valeur à l'agriculteur et qu'il n'y ait pas tous ces intermédiaires qui se sucrent au passage. Thomas, de quel œil vous voyez la technologie au sein du WWF par rapport à l'agriculture ? Comment vous le percevez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous valorisez, que vous encouragez ? Juste avant de parler de la technologie, je rebondis juste sur l'enjeu social et économique de l'agriculture. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de médias qui parlent des enjeux environnementaux, mais effectivement, l'enjeu de rémunération des agriculteurs est fondamental. Un exemple très concret, aujourd'hui on travaille avec des associations paysannes, notamment les CIVAM, qui sont les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, avec qui on a essayé de démontrer par des analyses techniques dans quelle mesure des systèmes bovins laitiers pouvaient mieux rémunérer les paysans tout en produisant moins. Donc ici on avait abordé les logiques productivistes, qui sont issus de toute une histoire du monde agricole, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, et qui ont conduit vraiment à une maximisation des rendements, à des logiques très productivistes à tous les niveaux, sur les systèmes d'élevage et sur les systèmes de production végétale. Et ce qu'on a montré, c'est que dans les systèmes de production bovin laitier, notamment dans le Grand Ouest français, il était possible de produire moins de lait, donc de sortir de cet objectif de production à tout prix, qui génère aussi des endettements massifs, qui prennent au cou en fait les agriculteurs, puisque cette logique productiviste, elle est extrêmement délétère pour ces derniers, puisqu'elle amène à emprunter, à être extrêmement endetté et finalement à ne pas dégager un résultat courant, c'est-à-dire un revenu disponible qui descend. Et là-dessus, la question essentielle, c'est qu'on a démontré que le revenu disponible des agriculteurs pouvait être plus important, notamment sur ces systèmes, puisqu'on pouvait minimiser la question des intrants que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, on réduit les charges de mécanisation, on réduit l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse et des engrais de synthèse,
Et on réduit aussi la part d'alimentation fourragère des animaux, puisque c'est la maximisation du pâturage, puisque ce sont des ruminants, donc ils mangent de l'herbe et des légumineuses. Et c'est cette maximisation-là qui permet à la fin aux agriculteurs de dégager beaucoup plus de revenus dans un système autonome et économe en intrants et en énergie. C'est la définition que tu donnais de l'agroécologie. Et qui permet ensuite à l'agriculteur de mieux vivre. Et ça, c'est une des questions essentielles sur le volet économique. Et sur le volet social, il y a évidemment tous les enjeux autour de la transmission générationnelle. Comment les agriculteurs vont pouvoir transmettre leur ferme. Ça, c'est un enjeu mais énorme, avec, comme tu disais, un tiers à la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 2030. Une majorité aujourd'hui qui ont plus de 50 ans. Et donc, tout part en tout cas de l'idée de travailler sur des lois foncières, sur l'accession au foncier, sur le fait aussi de travailler sur des systèmes de production qui sont plus rémunérateurs. Et puis ensuite, après, il y a toutes les questions aussi géopolitiques autour des négociations commerciales, de la concurrence internationale qui vont rentrer en jeu et qui sont aussi un enjeu extrêmement important. Voilà, je voulais juste faire un peu le point extrêmement important sur les enjeux socio-économiques qui doivent être concomitants au pilier environnemental qu'on évoque très souvent, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, l'érosion de la biodiversité et puis la pollution des compartiments environnementaux qui évidemment sont fondamentaux, mais ne pas oublier la vie des personnes qui sont en charge de votre alimentation et qui est aujourd'hui un des sujets les plus cruciaux du moment. Les 3 piliers du durable, quoi. Exactement. Nous, en l'occurrence, sur la question de la durabilité des systèmes alimentaires, on avait tenter de mieux définir ce qu'on appelait durabilité de l'alimentation et on avait découpé ça en 2 grands enjeux. Le pilier environnemental avec les questions de biodiversité, de la dégradation de la ressource en eau, de la dégradation aussi des sols, etc. Et puis aussi le pilier socio-économique et on a notamment évoqué les questions de pénibilité du travail dans le monde agricole, la question de la rémunération qui est un enjeu énorme, les questions aussi d'équité socio-économique au sein des filières. Voilà, tous ces enjeux-là doivent être pris à bras le corps et c'est pour ça que lorsqu'on fait une conférence comme ça, on lance beaucoup de thématiques, on essaie d'aborder énormément de choses, mais la question de la durabilité des systèmes agricoles est extrêmement complexe. Et finalement, lorsqu'on prend ces enjeux comme ça de manière éparse et de manière individuelle, on n'arrivera jamais en tout cas à relever le défi de la durabilité de ces systèmes-là dans les prochaines années. Et c'est fondamental puisque, au-delà de ce qu'on a évoqué sur la réduction de la consommation animale, je crois que c'était l'objet aussi de la précédente conférence, la réduction de la production animale, la question de la refonte totale des parcellaires agricoles pour remettre des systèmes de polyculture élevage que tu évoquais, remettre de la protéine végétale dans les filières, tous ces sujets-là sont fondamentaux pour répondre un peu aux enjeux de demain. Et donc là, après, il faudrait un peu les évoquer chacun à leur tour, essayer de mettre un peu de corrélation autour de tout ça. Et ça, c'est des sujets très complexes qu'on essaie en tout cas d'aborder. On pourrait y passer la journée, mais malheureusement, on ne l'a pas. Voilà. Pour revenir juste un mot sur la question de la technologie, je suis curieuse de savoir quelle est la perception de la technologie en agriculture du WWF, si vous en avez une. Alors, moi, de mon côté, je n'ai pas encore travaillé sur ce sujet de manière profonde. Je peux juste, on va dire, faire remonter cette question-là de la part des associations paysannes qui travaillent notamment sur les questions de mécanisation, sur les questions aussi de charges imputées au coût de mécanisation qui vont aussi être, on va dire, plus compliquées pour relever le revenu disponible des agriculteurs. La mécanisation, c'est un sujet très large qui remonte après la Seconde Guerre mondiale avec la révolution agricole. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Pour les personnes qui ne connaissent pas bien le sujet, c'est la mécanisation, c'est l'agro-industrie, c'est les produits chimiques qui ont été introduits pour justement relever le potentiel productiviste de l'agriculture. À partir de là, ça a amené aussi à une réduction des emplois. Donc il y a une grande part des emplois qui ont été réduits, des fermes qui sont vouées à l'agrandissement. Là, on revient aussi sur la question de comment on peut transmettre des fermes aux personnes qui souhaitent s'installer. Et la plupart des personnes n'ont pas les outils, n'ont pas aussi les notions de durabilité pour le faire. Et donc ces exploitations sont très souvent vouées à des systèmes d'agrandissement qui sont très mécanisés et très robotisés. Ensuite, la question de la technologie, c'est un grand mot. Il faut savoir exactement de quoi on parle, quel type de technologie, quel type de système robotisé. Est-ce que c'est pertinent? Pour la plupart, et des systèmes un peu, on va dire, extrêmement intensifs, non. Ça ne l'est pas, puisque c'est extrêmement consommateur de ressources, autres que des matières premières agricoles et puis aussi d'intrants. C'est aussi consommateur d'énergie fossile, c'est aussi consommateur de matériaux pour pouvoir aussi s'approvisionner en matériel robotique pour essayer de faire en sorte que le système productiviste soit, on va dire, touche le maximum de son potentiel de production.
Et ces questions-là sont un peu complexes. Donc la technologie comme eau, c'est vaste. Il faudrait vraiment prendre, on va dire, un à un, de quoi on parle, quel type d'outil de production, et dans quelle mesure aussi on n'ampute pas les revenus et les équivalents temps plein qu'on va devoir réinjecter dans l'agriculture. Et pour donner un exemple très simple, si tout à l'heure je parlais des protéines végétales, il y a aujourd'hui, enfin c'est pas aujourd'hui, ça a été fait récemment, la stratégie nationale des protéines végétales, qui avait pour vocation à réintroduire des légumineuses dans les parcellaires français. Réintroduire des légumineuses, c'est pour la consommation humaine, donc c'est manger plus de légumineuses pour pas s'affranchir, mais réduire drastiquement sa consommation de produits animaux, mais c'est aussi les réintroduire pour alimenter les systèmes de production animale qui en sont très dépendants. C'est pour ça qu'on importe aujourd'hui du soja pour nourrir les animaux qui ensuite finissent dans vos assiettes. Et ce soja-là, il est notamment cultivé dans des zones en Amérique du Sud et en Amérique latine et qui sont vecteurs de déforestation importée. Là-dessus, la question fondamentale à se poser, c'est si on fait ça, il va y avoir des pertes d'emplois, notamment dans les systèmes de production animale, puisqu'on va réduire cette production, mais il y a aussi tout un levier activé sur la création d'emplois dans les filières qui vont, on va dire, être en plein essor, comme notamment les productions de protéines végétales. Et ou dans les fermes néopharmes qui vont se multiplier et qui recruteront des maraîchers. En tout cas, là-dessus, il y a des publications qui ont notamment été faites par l'IDRI. Vous pourrez regarder, c'est des estimations qui montrent qu'on pourrait injecter près de 1000 équivalents temps plein dans l'agriculture pour justement structurer ces filières de protéines végétales. Ça nécessitera des milliards d'euros, donc beaucoup plus que ce que France Relance avait défini, c'est-à-dire un plan d'investissement massif pour relancer des domaines d'activité français, dont l'agriculture. Et là-dessus, il faut vraiment réfléchir à ça et le mettre en parallèle de ces technologies. Et c'est là où on pourra un petit peu faire la part des choses sur la consommation des ressources qui va être nécessaire pour justement augmenter ce capital. Et de l'autre côté, revisiter un peu ces structures agricoles pour, on va dire, augmenter ces équivalents temps plein dans l'agriculture pour relever le défi de la transmission générationnelle des exploitations. Merci. J'ai une dernière question avant de vous passer la parole. Si vous me mettiez dans la peau de... Je l'ai posée en fait à la table ronde précédente et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir les réponses, donc je la repose. Si vous me mettiez dans la peau des décideurs et notamment du ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, c'est quoi la mesure la plus urgente que vous prenez? Paul Charland, ministre de l'Agriculture. Est-ce que je peux juste dire un petit mot sur ce qu'il a dit? Très rapide. Pour compléter. Juste, l'emploi, c'est pas un sujet. Hein. Nous, on a 9 équivalents temps plein pour 100 hectares. Aujourd'hui, en agriculture, c'est 1,5 équivalent temps plein pour 100 hectares. Donc, en fait, on a besoin de monde. Hein. Tous ceux qui veulent s'y mettre, allez-y. Et sur la technologie, nous, on estime que la technologie ne doit pas remplacer un maillon de l'écosystème. La technologie doit venir toujours en aide à l'agriculteur pour lui donner de la valeur, lui donner de la force pour piloter son exploitation, mais pas revenir. Si j'étais le ministre de l'Agriculture, ma réponse est hyper simple, c'est faire respecter la loi. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, en France, et dans le code... Qu'est-ce qui n'est pas respecté? Aujourd'hui, en France et dans le code du commerce, il est interdit de vendre à perte, théoriquement. En agriculture, 54% des exploitations fermeraient s'il n'y avait pas la PAC, la politique agricole commune. Donc c'est un impôt qu'on paye nous de façon européenne. C'est une subvention qui subventionne les exploitations. Et il y a 54% des exploitations en France qui en sont 100% dépendantes. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de PAC, les exploitations liquideraient, redressement judiciaire, enfin fermeraient quoi. Donc déjà, si on arrivait à faire en sorte que les agriculteurs n'aient pas le droit de vendre sous le prix, on aurait des fermes qui sont rentables, on aurait des prix qui soient justes, cohérents, et on réagraderait tout le système derrière. Et les responsables sont en partie ici, c'est tous les distributeurs, c'est toute la grande distribution, c'est toute l'agroalimentaire qui se délectent de ça, puisque eux, ils payent pas cher les produits. Nous, on paye derrière les impôts pour subventionner les fermes, et eux, ils se font leur beurre derrière dessus. Donc le système est ultra bien rodé. Donc si on arrivait à faire respecter la loi, on ferait tomber le système assez rapidement, et on se retrouverait avec un système vertueux assez vite. On parlera de la PAC notamment dans la table ronde suivante, et de l'action publique, justement des leviers de l'action publique. J'ai quand même envie d'entendre le public. On reviendra, si on peut, sur vos mesures. Qui aurait une première question à poser à nos intervenants dans le temps qui nous reste? Sinon, on va continuer. Oui. Merci beaucoup. C'est une question sur la succession justement et la transmission avec le problème du foncier qui augmente.
une famille d'agriculteurs qui a 4 enfants dans une montagne qui a été bien valorisée, par exemple, comment on fait pour les aider à bien transmettre? Parce qu'avec les droits de succession, l'État y prend sa part et personne ne peut garder la ferme. Alors nous, on a essayé de mettre en place un système sur notre ferme. On a monté une SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Alors c'est un gros mot, mais en réalité, c'est un système assez intéressant puisqu'on travaille en collectif. Donc ça veut dire que autour de la société agricole, il y a les agriculteurs, mais il y a aussi les distributeurs. Il y a même la communauté de communes qui est avec nous. Il y a, voilà. Et tous ces gens-là ont apporté de l'argent pour acheter, financer les bâtiments, le foncier, financer le lancement de la ferme. Donc on fait tous partie prenante de l'aventure. Il y a des restaurateurs aussi, le Septime, avec Bertrand Grébeau, il y a Frenchy aussi qui est avec nous. Et donc chacun a des parts. Donc en fait déjà, on ne peut pas sous-payer l'agriculteur puisqu'on fait partie de la ferme. Donc ce serait bête. On se couperait la jambe nous-mêmes. Et en fait, ça permet de faire en sorte que les agriculteurs soient en même temps autonomes et indépendants, comme je disais derrière, parce qu'ils sont vraiment associés et entrepreneurs. Et en même temps, ils ont le statut de salarié. Donc, ils ont le chômage, la retraite, etc. Et en fait, ça permet aux agriculteurs, dans ce collectif, donc là, aujourd'hui, ils sont 3 associés et il y a ce qu'on appelle 3 couvées qui vont intégrer l'association, enfin, les associés au fur et à mesure. Et ça permet, il y en a un qui peut partir à tout moment et puis se faire remplacer par quelqu'un d'autre. Et ça permet de transmettre très facilement la ferme. Et du coup, on va voir si ça marche. C'est assez innovant, personne ne l'a fait encore. Donc, je ne peux pas dire encore ça fonctionne. En tout cas, c'est notre laboratoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a toute la chaîne de distribution et Thomas en parlait tout à l'heure. L'intérêt, c'est d'impliquer tout le monde. Et quand on a les AMAP, les AMAPiens, on a les restaurateurs, on a à l'ancienne les distributeurs en circuit court, on a une cantine scolaire, la cantine de Sainte-Geneviève, on a la communauté de communes qui est avec nous, Cœur et Sonne, on a des investisseurs. En fait, ça rend le truc beaucoup plus cohérent et viable pour la la suite. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, interrogations? On va passer. Du coup, moi, je suis curieuse alors d'avoir vos mesures en tant que ministre. Stéphanie, pour commencer. Alors moi, je rejoins pas mal Paul, effectivement, sur la mesure de la PAC. Je voudrais... alors, c'est peut-être pas une mesure, mais en tous les cas, c'est une sensibilisation. Je pense qu'il y a un vrai devoir, c'est de former et d'éduquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apprend à lire, on apprend à écrire, on n'apprend pas la manière dont on doit manger et la manière dont on doit cuisiner. Et si on ne commence pas par ça, si on ne s'intéresse pas en fait à ce qu'on fait 3 fois par jour en tant qu'humain, et ben en fait on passe à côté de plein de choses parce qu'aujourd'hui les enfants ne sont pas nécessairement à l'école sensibilisés sur ces sujets. Et comprendre comment pousse un légume, comment on peut le cuisiner, comment on peut en fait se régaler avec voilà, des choses qu'on prépare nous-mêmes et qui ont du goût, parce qu'elles poussent correctement et elles poussent à côté de chez nous, ça c'est quelque chose qui est fondamental. Et je pense qu'en fait, à partir du moment où on s'intéresse à l'alimentation, on va être sensibilisé à tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui. On va trouver normal d'aller chercher en circuit court ses légumes, mais aussi ses produits, son beurre, sa viande, etc. On va changer les comportements et en fait, c'est un changement systémique dont on a besoin. C'est un changement de comportement global. Et donc, du coup, il y a peut-être des mesures aussi d'éducation qu'il faudrait aller voir. Un complément par rapport à ça, il y a une association qui s'appelle l'École Comestible qui s'occupe de ça, montée par la journaliste Camille Labro et qui cherche à le faire dans le plus d'écoles possible et de donner un peu ces graines dans la tête des enfants. Thomas, pour cette mesure en tant que ministre de l'Agriculture? Je ne sais pas si j'en aurais plusieurs, mais... La plus urgente. Il y en aurait plusieurs. Vraiment plus Non, urgente. moi je vais dérouler le fil sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Tout à l'heure, tu parlais des politiques publiques. Aujourd'hui, on a une stratégie nationale bas carbone qui est la feuille de route de décarbonation des grands domaines d'activité français. L'agriculture en fait partie. Et l'objectif en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est 50% d'ici 2050 par rapport à aujourd'hui. Si on veut réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, il va falloir s'atteler à énormément de tâches. On en a évoqué beaucoup.
Mais l'une qui est, on va dire, importante, et peut-être que je vais rester sur cette idée-là, c'est sur la question de la production animale, puisque c'est un des sujets qui est évoqué dans la majorité des scénarios agricoles d'ici 2050, que ce soit en France ou à l'international. Et l'ensemble de ces scénarios ont clairement démontré que la refonte du système agricole et notamment des systèmes d'élevage sera essentielle, que ce soit sur la production animale, mais aussi sur la consommation. Donc en termes de mesures sur l'aspect consommation, il y a des choses qui se font au niveau national français, mais qui sont malheureusement et à mon sens insuffisants, comme le programme national nutrition santé, que vous connaissez sûrement, le mangerbouger.fr ou ce genre de choses, qui n'est pas au niveau en termes de financement et qui est une première étape pour sensibiliser les consommateurs et trouver des leviers pour que chacun puisse prendre conscience de la nécessité de réduire sa consommation de protéines animales. Du côté de la production, c'est beaucoup plus complexe et là, ça rejoint un peu tous les enjeux qu'on a évoqués, les enjeux de transmission, les enjeux de rémunération, les enjeux de refonte des systèmes agricoles, mais aussi des systèmes d'élevage. Et là, ça va devoir passer par on va dire, une stratégie coordonnée multi-acteurs avec toutes ces personnes qui sont intégrées dans une filière, que ce soit les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, mais aussi les consommateurs qui ont leur mot à dire dans tout ça, pour justement refondre un petit peu le modèle agricole aujourd'hui qui est extrêmement spécialisé. Spécialisé, c'est-à-dire que dans les régions françaises, vous avez des systèmes de production qui sont très centrés sur une culture végétale ou une production animale. Par exemple, les systèmes porcins dans le Grand Ouest français, c'est ça, hein, ce système spécialisé. Donc il va falloir un peu désiloter tout ça, remettre de la polyculture élevage et restructurer des filières. Et restructurer des filières, c'est quoi? C'est mettre de l'investissement. Et de l'investissement, c'est de l'argent ciblé sur des projets qui ont du sens, sur des cultures qui seront à même de répondre aux enjeux de demain. On a parlé notamment des cultures de protéines végétales, c'est-à-dire les légumineuses à destination de la consommation humaine ou animale. Mais c'est aussi réduire la production animale, qui est aujourd'hui sur le déclin sur certaines filières de production, hein. On n'est pas du tout sur un plateau ou sur une augmentation. Il y a des filières bovines notamment qui sont en train de diminuer progressivement. Et c'est de s'inscrire un petit peu dans cette transition pour ensuite remettre dans l'emploi dans les cultures qui, elles, sont en phase avec les questions de transition. Et là-dessus, il y a un gros chantier à faire et c'est un peu sur ces éléments-là qu'on va pouvoir ensuite répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques du secteur agricole. Parce que changer les cultures, c'est aussi changer les modes de pensée dominants au sein de la population. On a assez peu abordé cette thématique-là. Comment on fait pour embarquer là, il y en a beaucoup, vous parlez de réduction des consommations de produits d'origine animale. Comment on fait pour embarquer les personnes qui ne sont pas prêtes à abandonner leur steak, leur fromage, le bout de Saint-Nectaire, voilà, ici, on a beaucoup de choses qui sont délicieuses et qui sont issues des produits d'origine animale. On fait comment pour rendre le végétal plus sexy? Ça peut être Paul, tous les trois en fait, vous pouvez y répondre. Non, mais moi je peux en dire deux mots. La question du manger moins et mieux, c'est ce que vous voyez tout le temps, partout, dans les médias, dans les publications. Manger moins et mieux, c'est manger moins, je l'ai évoqué, c'est-à-dire consommer moins et produire moins. Et manger mieux, c'est-à-dire de définir des systèmes d'élevage plus durables. Et ça va passer par des questions essentielles sur les systèmes de production porcine, avicole et bovine, de manière à minimiser les intrants et de faire en sorte que ces systèmes d'élevage deviennent plus extensifs. C'est-à-dire moins consommés. Beaucoup de personnes ne font pas le lien entre leur poulet frit adoré ou leur burger, chéri et tous ces systèmes très impactants et très macro. Comment on fait? Là-dessus, il y a plusieurs manières de voir les choses. D'une part, chacun peut se renseigner sur ce qu'on peut entendre par durabilité des systèmes d'élevage. Nous, on a produit une étude l'année dernière avec Greenpeace et le BASIC qui étudie les démarches alimentaires en France, c'est-à-dire tous les systèmes de certification, les labels, etc. On l'a fait puisque dans la loi Egalim, qui est la loi agriculture et alimentation, il y a un décret d'application qui demande à la restauration publique d'introduire 50% de produits durables dans leur offre alimentaire. Et pour ce faire, ils ont défini des labels, dont 20% d'agriculture biologique. On a pris certains d'entre eux et certains labels privés, et on a essayé de les analyser pour donner des clés de lecture aux politiques, mais aussi aux consommateurs, pour essayer de mieux appréhender ce qu'on entendait par durabilité de ces labels, qui sont finalement une traduction de la durabilité des systèmes de production sous-jacents, que ce soit le végétal ou l'animal. Et là-dessus, c'est une des premières choses
sur lesquels, en tant que consommateur, on peut essayer de se diriger. Les résultats, en tout cas, qui sont clairs, c'est que les systèmes de production relatifs à l'agriculture biologique sont vertueux. Il y a forcément des choses qu'on peut remettre en question, puisque ce n'est pas forcément la panacée sur tous les niveaux, mais sur les 2 piliers que j'ai évoqués, socio-économiques et environnementaux, l'agriculture biologique aujourd'hui est en mesure de répondre à de très nombreux enjeux, à partir du moment aussi où ils sont liés à des systèmes, on va dire, de production qui vont maximiser les infrastructures agroécologiques, c'est ce qu'on appelle les haies, les mares, les bandes enherbées, etc., et qui vont essayer de limiter les pollutions agricoles qu'on retrouve dans les compartiments environnementaux. Voilà, ça peut être une première set de réponses pour des consommateurs si c'était la question. En termes de sensibilisation, regardez par exemple les labels, mais aussi aller voir auprès des producteurs ou des associations paysannes quels sont les systèmes de production les plus vertueuses et les plus extensives. Et sur les productions végétales, celles qui sont les moins utilisatrices d'intrants, de manière à les introduire dans l'alimentation et de voir dans quelle mesure on peut répondre à ces enjeux à l'échelle individuelle, Merci. même si les politiques publiques devront être essentielles pour répondre à ces questions-là, puisque c'est l'action collective Ce sera, qui permettra ce sera de la répondre. thématique de la table ronde suivante. D'ailleurs, on va devoir conclure. Paul Charland, peut-être le mot de la fin par rapport à cette question. Moi, je pense que c'est le goût le plus important. En fait, manger avant tout, c'est se faire plaisir, quoi. Et nous, c'est ce qu'on essaye de prôner et d'expliquer qu'en fait, avec des produits locaux en direct des producteurs, en fait, on se fait vraiment plaisir et beaucoup plus que les produits dégueulasses qu'on trouve en grande distrie. Donc, c'est par le goût qu'on va y arriver. Et le goût, je pense qu'on a un allié qui est un potentiel énorme, c'est les chefs. Et les chefs, s'ils arrivent à nous montrer qu'on peut manger des légumineuses de façon gourmande, intéressante et bien, ben on a tout gagné. Et je vous recommande d'aller voir juste derrière Saisonneau, à Lorraine Dupuis, d'aller goûter le kebab de Pleurote. C'est incroyable, on se fait plaisir. C'est que des produits locaux d'Île-de-France, bio. Elles se sourcent en direct des producteurs. Et c'est là où je pense qu'on va pouvoir emmener les gens. C'est par cette qualité et ce plaisir qu'on essaye de livrer chez les gens et de faire déguster aux gens. Vous, c'est le goût alors. Voilà, mais nous, c'est le vrai goût. Merci beaucoup.